Bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième partie de ce numéro spécial de Demain à la Une qui est consacré effectivement à la France au lendemain des attentats du 13 novembre. On vient d'être rejoint par Caroline de Camargue, notre spécialiste Europe. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je continue avec vous. Donc Mathieu, nous parlions effectivement de ces alliances et toutes ces déclarations qui ont suivi les attentats de Paris. Je rappelle juste que François Hollande à Versailles vient de déclarer le président Poutine partenaire incontournable dans la lutte contre Daesh, sachant que jusqu'ici, la grande problématique, c'était que ceux que voulait combattre la Russie en Syrie n'étaient pas les mêmes que voulait combattre la France en Syrie. La ligne diplomatique choisie par la France depuis les dernières années n'est plus tenable. Il était extrêmement ambitieux d'envisager la tenir. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Concrètement, sur le terrain, les choses ne vont pas beaucoup changer. Vous imaginez bien que si une nation comme la France envisage de survoler la Syrie pour bombarder des cibles en Syrie, elle ne peut pas le faire sans concerter les nations qui le font également. Aujourd'hui, dans le ciel de Syrie se croisent en l'air des avions de l'armée régulière syrienne, des avions russes, des avions américains et des avions français. Rien que pour cela, il faut une communication entre les armées. Une communication qui existe depuis que nos avions survolent la Syrie et même l'Irak. Oui. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil en réalité. Ce qui change, c'est la tonalité diplomatique. La ligne à laquelle s'est cramponné Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, aujourd'hui devient extrêmement difficile à tenir. On pouvait établir une hiérarchie entre Bachar el-Assad qui tue plus de gens que l'organisation État islamique. Dès lors que l'organisation État islamique signe l'assassinat de centaines de Parisiens, cette ligne n'est plus tenable. L'ennemi est désormais l'organisation État islamique et quiconque les combattra deviendra l'ami de la France. Wassim, nous avons bien évidemment vu que Abdelhamid Abaoud était en France. Il a été tué dans cette opération de Saint-Denis. Il y a vraiment un souci en France, non seulement avec les frontières, mais en plus avec peut-être les renseignements concernant toutes ces personnes-là, puisque aujourd'hui on se pose même la question s'ils ne faisaient pas partie du commando qui avait attaqué les terrasses dans le 10e et dans le 11e. Non, en tout cas, oui. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais au moins on a une réponse. C'est vu qu'il était avec cette deuxième équipe, vu qu'il a participé à l'attentat donc vendredi dernier, c'était pas le cerveau. Donc c'était un coordinateur opérationnel. Mais après, pour répondre à votre question concernant les services, je pense pas, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a des milliers d'Européens aujourd'hui dans les rangs des djihadistes, que ce soit dans un groupe ou dans un autre, et qu'il est très difficile de suivre tout le monde, de un, et que les effectifs, ils sont saturés, de un, et de deux, il ne suffit pas aujourd'hui de collecter l'information, il faut avoir des gens pour analyser l'information. Absolument. Et c'est ça le cœur aujourd'hui de ce qui se passe ici en Europe. Sachant qu'il est certainement venu avec un faux passeport, il a démontré que c'est quelqu'un d'assez malin, il a déjà fait au moins un aller-retour vers la Belgique, il a monté une cellule à Verviers, et pendant la fusillade, il a réussi à s'échapper. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas un bras cassé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, au moins à son niveau opérationnel. Et donc après dire qu'il y a des failles, je pense pas. Ils font ce qu'ils peuvent, en tout cas. Avec les moyens qu'ils ont. Et il ne faut pas oublier que la coordination entre services européens était quasi inexistante. Maintenant, peut-être ça va changer. Et que les problèmes entre services dans chaque pays sont déjà assez importants pour que la communication ne passe pas de la bonne manière. Rappelez-vous, le 11 septembre, c'est arrivé parce qu'il y a eu une mauvaise communication entre services américains. Donc c'est un problème inhérent à nos pays démocratiques parce que ça fait partie de l'administration et de l'organisation de l'administration dans un pays démocratique. Alors justement, un mot concernant cette coopération européenne, puisque la question s'était posée au lendemain de Charlie Hebdo. Il fallait travailler ensemble. Dès le lendemain, il y a eu des réunions avec les ministres de l'Intérieur, etc. Et aujourd'hui, on arrive encore à ce que Cazeneuve, donc le ministre de l'Intérieur, qui rappelle que l'Union européenne doit prendre les décisions qui s'imposent pour faire face au terrorisme. Il serait peut-être temps, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en fait, il n'y a pas de super FBI européen, pas du tout. On est très loin d'un renseignement qui serait centralisé à l'américaine. Là, c'est une grosse différence quand même. Il y a 28 pays qui sont jaloux de leur renseignement et qui, en vérité, n'ont qu'une coordination, un
monsieur antiterrorisme qui a 3 personnes à Bruxelles comme cellule pour coordonner ses services et qui pour l'instant ne disposait pas non plus de toutes sortes de matériaux pour véritablement identifier les gens qui rentraient dans l'espace de Schengen. Alors il a été décidé vendredi dernier à l'issue d'un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur qu'on allait contrôler véritablement les passeports et même en vérité les casiers judiciaires de ses membres, y compris de l'Union européenne qui rentraient dans l'espace Schengen, puisque l'espace Schengen est un espace de libre circulation et que déjà à l'entrée il faut contrôler. Et puis qu'on pouvait aussi contrôler d'un aéroport à l'autre, c'est-à-dire à l'intérieur même de cet espace, qu'on puisse avoir davantage de contrôle. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, puisqu'on a vu clairement qu'il y a un gros souci de frontières, les frontières extérieures de l'Union européenne. On a vu que ça soit en Bulgarie, en Roumanie, en Grèce, il y a une grande défaillance. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce que dans la configuration actuelle de l'Europe, finalement, est-ce que c'est possible? Eh bien, on nous annonce, et ça c'est vraiment très important de le souligner, une grande réforme du code Schengen d'ici la fin de l'année et en vérité une mise à plat de cet espace à 26 qui n'épouse pas exactement les contours de l'Union européenne mais n'en est pas loin, une mise à plat pour effectivement que, y compris les ressortissants de l'Union européenne, soient davantage contrôlés puisque, vous l'avez dit, il y a maintenant suspicion, on est à l'ère du soupçon en particulier sur la filière des migrants et c'est un vrai problème puisque l'Union européenne, face à un flux migratoire qu'on annonce à 1 200 000 migrants d'ici la fin de l'année qui seront rentrés sur le sol européen, en vérité, eh bien, cette Union européenne était en train d'essayer d'ébaucher des solutions de répartition de ces migrants, 160 000 qu'on disait pouvoir répartir entre les pays membres. La France a dit qu'elle maintient sa volonté d'en prendre 30 000 dans les 2 prochaines années, mais à des conditions, par exemple, que ces fichiers de migrants qui existent à l'entrée du territoire, puisqu'on les enregistre dans chacun des pays, on les enregistre en particulier en Italie et en Grèce, que ces fichiers puissent être communiqués à la police. Pour l'instant, les migrants n'étaient pas systématiquement, effectivement, fichés pour être distribués à Europol. Ça n'est pas le but. Donc tout ça est évidemment en genèse, en réflexion, et c'est véritablement compliqué. Alors, demain à la une, revenons sur cette idée. Qu'est-ce qui va changer demain à la une? Il va y avoir d'abord une grande réunion du Commonwealth prochainement, où David Cameron, François Hollande risquent de se retrouver et de reparler de défense, puisque ce sont les 2 grands pays de la défense. Donc, vous savez que la France a invoqué la clause, la fameuse clause 42.7, désormais célèbre, qui dit qu'il faut tout à fait que les pays des 28 qui sont alliés et amis viennent au secours de ceux qui ont été attaqués. Voilà, sur leur sol. Et eh bien, on ne sait pas véritablement ce que demande à ses partenaires européens, précisément la France. On va le découvrir au fur et à mesure. Est-ce qu'elle demande plus d'intervention directe en Syrie? Elle est la seule à frapper avec la Grande-Bretagne parmi les 28. Est-ce qu'elle demande au contraire plus de soutien dans d'autres théâtres comme le Mali, par exemple? On parle beaucoup du Mali, bien sûr. Oui, parce qu'il y a eu quand même le ministre de la Défense français qui a rencontré la chef de la diplomatie européenne et qui ont parlé, eux, de l'aide européenne qui pourrait se traduire par un soutien accru en Syrie, en Irak et en Afrique. Oui, parce qu'elle trouve qu'elle est déployée sur tout terrain d'opérations extérieures, la France, et que surtout qu'elle n'a même pas de soutien, ne serait-ce que financier. Si l'Allemagne ne veut pas augmenter son PIB, on est à 1% en Allemagne, à 1,57% de PIB dédié à la défense en France. Si elle ne veut pas l'augmenter, qu'au moins elle aide au niveau du portefeuille. Et ça, en restant toujours sur la problématique des migrants, Manuel Valls nous disait que certains terroristes auraient profité de la crise des réfugiés pour se glisser en France. Se pose donc cette grande question de l'afflux des migrants en France. On a trouvé aussi un faux passeport syrien auprès donc du corps de l'un des assaillants à côté du Stade de France. On va revoir cette vision finalement de la terre d'accueil française vis-à-vis de ces migrants? Non, la France est bien plus solide que ça et il faudra un peu plus qu'une poignée de terroristes sanguinaires pour remettre en cause ses valeurs fondamentales. Ça, c'est clair et net et je ne suis pas prêt de changer. Maintenant, ce avec quoi il faut être prudent, et je crois que c'est au cœur des préoccupations des politiques français, quelle que soit leur couleur politique, à 1 ou 2 exceptions près. Vous savez, je vais dire une évidence en disant que l'objectif du terrorisme, c'est de répandre la terreur. Les terroristes auront gagné si les Français regardent avec suspicion ces migrants qu'ils étaient prêts à accueillir avec générosité il y a encore quelques jours. Alors ce serait une défaite collective, bien sûr que oui.
Et en cela, finalement, le gouvernement français a plutôt bien réagi en disant que l'accueil de ces migrants n'était pas remis en cause. Après, oui, mais des gouvernements polonais, hongrois, je parle de vieilles tchèques. démocraties européennes qui ont guidé l'Europe Voilà, mais dans l'Est la de bonne l'Europe direction. est en pleine rébellion et en profite pour remettre à plat et remettre en cause ce système de quotas européens. C'est bien pour cela que la France doit faire montre d'exemple, comme elle l'a fait jusqu'à présent dans la construction européenne, en tout cas dans la majorité des cas, montre d'exemple par la sérénité. Je dirais que parmi les déclarations de François Hollande, il y a un point préoccupant qui fragilise la position de la France et qui, justement, pourrait nous laisser penser que la sérénité n'est pas totale. C'est cette histoire de privation de la citoyenneté française. Ça, c'est préoccupant. Sur ce plateau, en réalité, je ne crois pas me tromper en disant que, finalement, nous sommes 2 sur 4 à être définitivement français, potentiellement. C'est ça que dit la loi aujourd'hui. On est tous d'accord ici pour dire que ce n'est pas une idée qui nous plaît beaucoup, ça. La citoyenneté française, elle doit être définitive, pardon, j'ai exprimé un avis personnel, mais je veux simplement souligner le fait que des attaques comme celle qu'a essuyée Paris ont pour vocation de fragiliser les institutions et les consciences, d'accord ? C'est la vocation du terrorisme, la division, la fragilisation des structures. Et qu'il ne faudrait pas... Et qu'il est hors de question d'en tomber dans le panneau. Alors, Wassim, 1000 Français, paraît-il, ou résidents en France sont connus pour être allés en Syrie ou en Irak. 142 d'entre eux, ils seraient morts éventuellement. 588 sont toujours sur place. 247 auraient quitté la Syrie et l'Irak et se baladent quelque part, finalement, en Europe, probablement, peut-être en France. La question est-ce qu'il faut aussi revoir la manière d'accueillir ceux qui reviennent ? Est-ce que tous ceux qui reviennent sont perdus ou est-ce qu'il y en a qu'on peut récupérer ? Écoutez, comme chaque départ est une décision personnelle et unique, chaque retour est une décision personnelle et unique. Donc il y en a qui reviennent parce qu'ils n'ont pas pu supporter, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, qui regrettent ce qu'ils ont fait. Il y en a qui reviennent juste parce qu'ils n'ont pas eu l'air insolides, pour dire les choses comme elles sont. Mais si on arrive à traquer... Il y en a qui reviennent pour commettre des attentats. Et ceux qui reviennent, en tout cas qu'on arrive à traquer, est-ce qu'il faut revoir la manière de les accueillir ? En tout cas, jusqu'à l'heure, personne n'a la solution, personne n'a la clé. Il y a l'expérience danoise qui a l'air de marcher, mais ce n'est pas la réponse à tout. Parce que, encore une fois, chaque expérience est unique. Et à l'heure où on parle, les sociétés démocratiques n'ont pas les clés, n'ont pas les réponses. Parce qu'on n'arrive pas à diagnostiquer ni à appréhender ce phénomène de la bonne manière. Il y a eu la phase du déni. Il y a eu la phase de dire que ça concerne très peu de gens et ça ne concerne pas la société, ça concerne tout le monde. C'est un phénomène sociopolitique. Il y a des djihadistes issus de familles de classe moyenne, des djihadistes issus des familles françaises qui n'ont pas d'origine ni arabe ni musulmane. D'autres, si, ils ont des origines arabes. Ils sont de 3e génération. Il y en a qui ne sont pas de 3e génération. Donc c'est un phénomène et qui ne concerne pas que la France. Ça concerne le monde entier. Il y a plus d'une centaine de nationalités aujourd'hui dans les rangs des djihadistes. Donc ça concerne tout le monde. Peut-être que l'Islande n'est pas touchée. Mais il y a des Tchiliens, il y a des gens d'Amérique du Sud, il y a des pays arabes, des pays européens, d'Asie centrale, de Russie. Il y en a de partout. Donc c'est un vrai phénomène sociopolitique à appréhender en tant que tel. Le jour où on fait le bon diagnostic, peut-être qu'on trouvera les bonnes réponses. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup Wassim Nasr pour toutes ces explications. Merci Mathieu Mabin d'avoir été avec nous. Merci Caroline de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie. Et puis merci bien évidemment à Mustapha d'avoir été avec nous dans la première partie de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. D'habitude, je termine mon émission en vous disant de ne pas oublier que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Aujourd'hui, j'ai envie de finir plus tôt en vous disant que notre avenir ne peut être que meilleur, car il ne faudra pas laisser des obscurantistes éteindre le symbole de la ville des Lumières, ni porter atteinte à notre liberté. Jean-Jacques Rousseau disait « Quiconque veut être libre, l'est en effet ». Alors soyons-le, c'est la meilleure attitude lors de cette épreuve que nous traversons tous. Nous présentons nos condoléances bien évidemment à toutes les familles des victimes qui sont mortes aux terrasses des cafés, restaurants, à côté d'un stade de football ou encore dans une salle de concert. Nos condoléances bien évidemment aussi à la famille de notre collègue Mathieu Hoche, mort au Bataclan. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro spécial de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine.